Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Groupe SEB? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Alors, Groupe SEB, on en a déjà parlé au mois de mars 2022. Donc, le mois de mars 2022, on en a parlé quelques jours après, je pense au mois de février. On a eu les résultats financiers du premier trimestre qui étaient assez corrects, ok. Ils étaient plutôt optimistes par rapport à l'année 2022, ok. Après ça, on a eu les résultats financiers du mois de juillet. Et au mois de juillet, ce n'était plus la même ambiance. Donc, on est à peu près pessimiste pour 2022. Ok. Ça fait partie du game pour cette entreprise ici. Parce que déjà, si vous savez ce qu'elle vend, ça vous permet de voir à peu près où est-ce qu'on peut s'en aller à court terme. Donc, essentiellement, ici, c'est des produits grand public, donc des produits pour la cuisine grand public. Donc, généralement, vous allez voir des éléments comme voilà, des blenders, des multicuiseurs, des machines à café, ce genre de choses-là. Également, ils ont une gamme professionnelle, notamment avec des machines à café également. Donc, on peut regarder ça ici, hein. Donc, quand on va sur le site de l'entreprise ici, donc vous avez la gamme soins de la maison, linge et de la personne, enfin soins de la maison, du linge et de la personne, c'est ce qu'on a ici. Donc, fer à repasser, défroisseur, appareil 3 en 1, aspirateur turbo. Donc, ça, c'est la première chose qu'on a ici. Après ça, on a quoi dans d'autres gammes ici? Qu'est-ce qu'on a? Électrique culinaire, d'accord. Donc, électrique culinaire, on a des blenders, etc. Je pense qu'on en a parlé tantôt il y a 2 secondes. On retourne. Après ça, qu'est-ce qu'on a? On a la gamme professionnelle ici. Donc, la gamme professionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a machine à café professionnelle Schaefer, pichet Aubert, ménagère, crêpière, plancha Dioka. Moi, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais quand on parle de gamme professionnelle ici, donc ça s'adresse plus aux hôteliers, aux restaurateurs, des choses comme ça. Alors, en 2022, l'activité grand public va être impactée. Parce que si on parle d'inflation ici, non seulement ils ont l'inflation de leur propre coût de production déjà, les retards au niveau de la chaîne d'approvisionnement, mais également au niveau du consommateur également, c'est pas comme si les poches sont pleines. D'accord? Donc, il y a une grosse partie qui va être réduite. Donc, regardez, quand vous allez voir les rapports financiers, si vous vous rendez compte que l'activité grand public, c'est la partie qui rapporte le plus d'argent pour le moment. OK? Donc, quand on va regarder ici l'activité grand public, ici, c'est près de 3 milliards. L'activité professionnelle, c'est presque rien du tout. Et vous voyez que l'activité professionnelle se porte très, très bien parce que les professionnels ont généralement plus d'argent que les particuliers. On va le dire comme ça. OK? Donc, ça va être impacté négativement à court terme. D'accord? Donc, l'inflation va nous faire du mal, aussi bien au niveau de la vente finale, mais également au niveau de la production. Parce que si on n'arrive pas à augmenter les prix, ça va être compliqué. C'est à ce moment-ci que vous allez déterminer si SEB Group a un pricing power. Donc, est-ce qu'on a déjà vécu une période d'inflation? Ça, c'est la première chose. Est-ce que cette compagnie a un historique par rapport à une inflation élevée? Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vérifier dans le passé. Parce que si on regarde en période de récession en 2018, ce n'est pas la même, en 2008, c'est pas la même chose, c'est pas la même raison. Mais également, on peut se dire que bon, si les gens n'avaient pas d'argent pour payer, voilà, s'ils n'avaient pas assez d'argent dans leur poche, ils ne seraient pas en train de payer, par exemple, des poêles ou bien des aspirateurs ou bien des fers à repasser. C'est des choses qu'on va, voilà, c'est pas des éléments indispensables. À la fin de la journée, c'est pas comme si, bon, c'est vrai que chacun a une poêle, mais voilà, vous n'allez pas renouveler celle que vous avez présentement, surtout si au niveau des finances, c'est un peu compliqué. OK? Donc, il faut vous dire que l'activité grand public va diminuer. En tout cas, dans les mois à venir, ça va être assez compliqué. Donc, maintenant, l'entreprise doit avoir la capacité de souffrir. OK, la capacité de souffrir, maintenant, ça va jouer au niveau du niveau d'endettement de la compagnie. Et qu'est-ce qu'il pourrait rapporter? Est-ce qu'il pourrait au moins ne pas payer d'argent pendant cette période-là? Donc, il faudrait maintenant faire confiance au management. Donc, on va essayer de lire vite fait ici ce qu'on a dit. Donc, rappelez-vous qu'au mois de mars, ici, on était très optimiste par rapport à cette compagnie-ci. D'accord? Donc, on était une valorisation très gentille. Hein? Donc, on avait même pris en considération la croissance des revenus. On s'est dit qu'aux alentours de 187 euros par là, ça pourrait aller à 22 fois les bénéfices. Aujourd'hui, je pense que j'ai enlevé les lunettes roses. D'accord? Donc, je ne dis pas que 122 $, c'était déjà un mauvais prix, mais il faut, voilà, on va un peu temporiser, calmer les choses. Même si c'est pour ça que je vous dis toujours que même quand on prend en considération le fait que l'entreprise, on a une valeur de 187 $ et qu'on cote aujourd'hui à, disons, 150 $, on ne va pas l'acheter au prix actuel. Il nous faut une grosse marge de sécurité afin de pouvoir se protéger de ce genre de situation-ci. C'est pour ça que la marge de sécurité est importante, non seulement par rapport à des erreurs d'analyse, mais également par rapport à la détérioration de l'environnement économique.
D'accord? Donc, quand vous prenez une entreprise pareille, vous vous rendez compte que si le prix est en train de baisser présentement, c'est parce qu'il y a une raison. Maintenant, la raison, elle est temporaire ou elle est durable. OK? Donc, toujours en période de récession ou bien quand la récession s'annonce, elle va toujours perdre au moins 50%. D'accord? Donc, par rapport au prix au plus haut ici, si on met 50%, on sera aux alentours de $75, donc 75 euros. Donc, on a déjà fait 50% par rapport à nos plus hauts ici. OK? Donc, ça pourrait commencer à être intéressant, mais ça ne veut pas dire que d'ici le mois prochain ou bien l'année prochaine, ça va remonter. Attention, cette entreprise doit avoir la capacité de souffrir et on va le voir ici. Donc, en lisant les rapports financiers, qu'est-ce qu'on nous raconte? Donc, ici, ils ne sont pas bons. On va le dire la vérité. Mais ils ne sont pas bons, ce n'est pas c'est pas la faute de l'entreprise. D'accord? C'est l'environnement macroéconomique. Et on voit ici que ce n'est pas une entreprise qui a un énorme pricing power. Parce que les coûts de production augmentent, mais on ne peut pas les répercuter au niveau du prix de ces produits. Parce que le consommateur final, voilà, à la fin de la journée, il est très sensible au prix, à la variation du prix. Surtout quand l'environnement économique se détériore en général. Donc ici, on dit ceci. Les ventes sont résilientes, d'accord, tirées par une excellente performance en Chine et par une solide dynamique de l'activité professionnelle, ok. À l'instar de 2021, le groupe absorbe l'impact des vents contraires, tandis que la rentabilité opérationnelle est ponctuellement impactée par l'effet conjugué du ralentissement de l'activité au second trimestre en Europe et de la poursuite des investissements déjà engagés. C'est quoi ces investissements déjà engagés? Il faudrait savoir c'est quoi. Nous continuons à alimenter nos piliers de croissance. La Chine, où nous franchirons cette année les 2 milliards de chiffres d'affaires avec de belles perspectives de développement. Donc, c'est bien 2 milliards de chiffres d'affaires, mais en termes de rentabilité, ça donne quoi? Le professionnel qui nous a ouvert de nouveaux marchés porteurs et rentables. L'innovation et la digitalisation qui constituent des fondamentaux de nos métiers. OK, bon, il faut dire la vérité que c'est une entreprise innovante, même si vous pensez qu'au niveau de la cuisine, on n'innove pas du tout, mais elle se maintient très, très bien, d'accord? C'est un business facile à copier, mais voilà, où il y a un certain besoin de qualité également. Donc, la marque également est importante pour le consommateur à ce niveau-là. Donc, nous n'anticipons pas d'amélioration sensible de la conjoncture d'ici la fin de l'année. Dans les pays matures, ceci nous amène à viser sur l'année un chiffre d'affaires globalement stable et une marge opérationnelle d'activité située entre 8 et 8,5%. Sachez également que le chiffre d'affaires, s'il est stable cette année, les marges vont peut-être diminuer parce que les coûts de production vont augmenter. Ce n'est pas de leur faute. D'accord? Ils n'ont pas le choix que d'absorber l'augmentation du prix des matières premières parce qu'ils ne peuvent pas répercuter le prix au niveau du consommateur. D'accord? Donc, on continue. Dans les commentaires en général, je vous ai dit qu'en général, qu'est-ce que je cherche ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on espère à court terme et quel est l'état du bilan? Dans ce contexte, le groupe SEB a réalisé au premier semestre des ventes de 3 milliards 666 millions en croissance de 1,6% par rapport à l'historique exigeant de juin 2021. Donc, exigeant 2021. Donc, juin 2021 a été une année exceptionnelle. Cette progression intègre une baisse organique de 2,3%. Compensé par un effet devise de 3,9%, donc plus par rapport au taux de change ici, on a eu un bénéfice ici, mais bon, c'est pas par rapport à l'activité même de l'entreprise, donc de manière organique, on a perdu 81 millions d'euros ici, d'accord, si le taux de change était resté constant. Émanant très majoritairement du yuan chinois et du dollar américain. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a été en retrait de 0,4% et de 5% en taux de change, à taux de change et périmètre constant. Donc, s'il n'y avait pas eu l'effet de change, on aurait perdu à peu près 5,1%. À l'instar du premier trimestre, la croissance organique a été pénalisée par des éléments spécifiques. La guerre en Ukraine, moins 1,6 points. D'accord. La non-récurrence de programme de fidélisation en 2021, moins 1,4 points ici. Et les confinements en Chine au deuxième trimestre, moins 1 point ici. Donc, conjugué par ces facteurs essentiellement concentrés à l'activité grand public, se concrétise en manque à gagner de 4,1 points de croissance sur le premier trimestre et 4,8 points sur le deuxième trimestre. En les excluant, les ventes seraient respectivement en progression de 1,8%. Donc, on ne peut pas les exclure. Donc, c'est bien de mettre en les excluant, mais voilà, c'est arrivé, on les encaisse. Par ailleurs, rappelez-vous que l'entreprise ici essaye toujours de vous donner des informations sous un autre angle.
Mais ce qui est important, c'est le moment. Oui, on va le comparer par rapport à la période précédente. Moi, je veux savoir ce qui s'est passé. Ça ne sert à rien de me dire, si on exclut ça, on a gagné. Non, non, on n'exclut rien du tout. Ça s'est passé, ça s'est passé. OK? Maintenant, c'est essentiel de voir que ce sont des choses qui arrivent. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait présentement pour essayer de se protéger dans le futur? Donc, je veux voir, est-ce qu'on va augmenter les prix? C'est ce qui m'intéresse. Par ailleurs, par rapport à 2019, dernier exercice normatif pré-Covid, nos ventes semestrielles ont augmenté de 9,9%. Donc, ils vous disent que, bon, si on se compare à 2019, qui était une année normale, parce que 2020 n'a pas été normal et 2021 a été exceptionnel, on est quand même en croissance, c'est très très bien. Mais voilà, nous sommes en 2021 et c'est ça qui m'intéresse, c'est 2022. Nous sommes en 2022, 2023 et 2024, c'est ça qui m'intéresse. 2019, c'est passé. C'est vrai qu'on a eu des résultats plus élevés que 2019, mais est-ce que les marges sont plus élevées? Est-ce que les marges sont équivalentes à 2019? Donc, l'activité grand public s'inscrit en repli de 3,3% ici sur les 6 premiers mois de l'année. Cette baisse est matérialisée au deuxième trimestre marqué par un ralentissement de la demande plus importante qu'anticipé. Les enjeux se sont concentrés sur quelques-uns de nos grands marchés qui sont particulièrement impactés, la France, la Russie, l'Ukraine, bien sûr, le Japon, la Corée, alors que nos ventes en Chine ont été en croissance de 2%. Donc, je vous laisse aller lire tout ce document-là, d'accord? Parce que l'essentiel ici, c'est que la période actuelle est compliquée. Et c'est pas parce que la période est compliquée que l'entreprise va faire faillite ou quoi que ce soit. Non, on n'est même pas à ce niveau-là. Ça veut juste dire que maintenant, l'entreprise doit avoir les capacités de souffrir. Parce que tout ce qui est ici est assez négatif. En tout cas, à court terme, il n'y a pas beaucoup d'informations positives. Donc, ici, il vous parle également de la dette financière ici qui s'élève à 2,447 milliards. Donc, par rapport à notre analyse, on a pris une dette, la dette a augmenté de près d'1 milliard ici. Donc, dans cette dette-là, il y a 350 millions de dettes IFRS, donc IFRS 16. Donc, rappelez-vous, IFRS 16, ce sont les loyers. Donc, moi, j'enlève toujours les loyers ici. Donc, on a à peu près 2 milliards 100 millions de dettes. D'accord, en hausse de 597 millions par rapport au mois de juin 2021 et de 924 millions par rapport au mois de décembre 2021. Donc, depuis le mois de décembre, on s'est endetté de 924 millions. Cet accroissement provient très essentiellement d'un cash flow libre négatif de 683 millions d'euros lié à un alourdissement du besoin en fonds de roulement. Pourquoi est-ce que le besoin en fonds de roulement augmente autant? Donc, le besoin en fonds de roulement, c'est uniquement on augmente les stocks, à la fin de la journée, elle va vous dire ici ceci. Le besoin en fonds de roulement s'établit à 22,3% de ventes en forte augmentation en comparaison du ratio fin juin 2021, donc 14,8%, et décembre 2021, 13,8%. Cette hausse est concentrée sur les stocks et reflète à la fois la politique de stock élevée mise en œuvre par le groupe pour faire face aux problématiques persistantes de chaîne d'approvisionnement. Ok, je peux comprendre. Donc, s'il y a des retards au niveau de la chaîne d'approvisionnement, on va avoir le plus de stock possible afin de pouvoir l'écouler facilement, mais c'est bien dans un environnement normal. L'augmentation en valeur liée à la hausse des prix des matières premières, des composants et du fret. Donc, oui, c'est vrai également que ça peut avoir ça a un impact négatif. Enfin, ça a un impact, je dirais pas négatif ni positif, mais ça a un impact sur le besoin en fonds de roulement parce que les prix des matières premières ont augmenté. D'accord? Le fret également a augmenté et les composants pour fabriquer nos produits ont augmenté. Le prix a augmenté. Donc, l'augmentation de la durée de transfert de nos produits finis, stock en transit. Donc, c'est compliqué. Je peux comprendre qu'on augmente le besoin en fonds de roulement. Mais maintenant, il va falloir écouler cette marchandise-là. D'accord? C'est ça qui est important. Mais quand on arrive dans un environnement inflationniste où les poches du consommateur final sont de plus en plus vides, je ne dis pas que c'est le cas, il faudrait se protéger. Donc moi, ici, dans cette entreprise, je suis dans une optique de maintien au moins de la rentabilité, qu'on ne perde pas d'argent au moins à moyen terme. OK? Le niveau d'endettement, je pense qu'on pourra le gérer ici. Sur la base d'une dette financière nette de 2,447 milliards, donc si on enlève ici de près de 2 milliards ici, de près de 2 milliards 100 millions ici, si on enlève ici les loyers, donc dette financière, le groupe au 30 juin 2022, 0,7% de ratio de financière, donc dette nette, donc dette financière divisée par EBITDA est de 2,5 fois, donc 2,5 fois hors IFRS 16, donc ça va, c'est en dessous de 5, c'est gérable. Les perspectives ici. Après un premier trimestre solide, le groupe est tablé sur une amélioration progressive de la conjoncture pour le reste de l'année, mais le second semestre s'est caractérisé par une détérioration de celle-ci. Guerre en Ukraine, ralentissement, etc. Le groupe anticipe désormais le prolongement de cet environnement sur le second semestre. J'aime ça. Dites-moi la vérité. Ne me dites pas que oui, ça va être compliqué, mais on a les moyens de pouvoir survivre. C'est ce qui m'intéresse. Mais j'aime déjà qu'on me dise que, ok, ça va être compliqué pour moi. OK? Donc, dans ces conditions, il revoit son hypothèse de progression des ventes et du résultat opérationnel de l'activité 2022 communiqué auparavant et vise un chiffre d'affaires globalement stable, un taux de marge opérationnelle d'activité comprise entre
compris entre 8% et 8,5%. Ces nouvelles hypothèses intègrent des surcoûts, matières premières, composants, désormais estimés à 300 millions contre 200 millions initialement. Face à la conjoncture actuelle, le groupe a rapidement mis en place des actions nécessaires en termes de prix et de contrôle strict de ses coûts opérationnels, incluant l'adaptation des moyens moteurs à la réalité des marchés. En outre, il poursuit un plan d'ajustement graduel de ses stocks à l'activité anticipée au second semestre. C'est bien. J'entends ici le terme prix. J'aime ça. Peut-être qu'on va augmenter les prix. J'entends également ici le terme rationalisation des coûts opérationnels. J'aime ça. D'accord? J'entends également le terme ajustement graduel des stocks. J'aime également ça. Mais est-ce que ça va être réalisé? Non, ça veut dire que je vous prends au mot. Si j'investis mon argent ici aujourd'hui, je ne vais pas entendre au second semestre que voilà, finalement, on a augmenté les stocks, ou bien ça ne s'est pas vendu. Mais il faut déjà vous attendre à cela. C'est pour ça que je vais vous demander de prendre une excellente marge de sécurité pour cette compagnie-ci. OK? Donc, on continue. Donc, le groupe continuera à mettre en œuvre sa stratégie de création de valeur sur le long terme qui s'articule autour de la croissance rentable, du leadership par l'innovation, de la responsabilité environnementale et la consolidation du marché. C'est une belle entreprise, qu'on se dise la vérité. C'est une entreprise très bien gérée. D'accord? Donc, la situation actuelle, les opérations de marché sont soit très optimistes ou soit très pessimistes. Donc, il ne faut pas que ça vous fasse peur. D'accord? Donc, en termes de chiffres, maintenant, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, ici, moi, je vais commencer avec les marges nettes. Actuellement, ici, quand on prend la période, quand on prend une longue période, ici, vous constatez qu'en 2000, vous vous rappelez qu'en 2000, il y a eu l'explosion de la bulle Internet, etc. On a perdu quelques millions, d'accord? Mais on s'est très vite relevé. OK? Donc, cette entreprise, ce n'est pas la première fois qu'elle aura affaire à un marché baissier. OK? Je ne dis pas que cette période, s'il n'y avait pas eu d'inflation ou quoi que ce soit, mais attention, elle a eu la capacité de souffrir à cette période-là. Mais est-ce qu'elle avait le même niveau d'endettement? C'est la question qu'il faut regarder parce qu'ici, on avait à peu près 400 millions de dettes. Je vais regarder au niveau de la dette nette sur EBITDA parce que c'est quelque chose à prendre ici en considération. La dette nette sur EBITDA ici, dette nette sur EBITDA, on va le mettre ici, juste pour pouvoir voir à peu près par rapport à cette période-là. Donc ici, on avait une dette nette sur 2,5 fois. Donc en 2000, ici, on avait à peu près le même niveau de dette nette sur EBITDA. Enfin, en 2000, parce que si les résultats nets ont diminué ici, donc ça dit que l'EBITDA a dû également diminuer. Donc c'est pour ça qu'on a cette variation-ci. Donc faites attention ici. Donc ici, je pense qu'on est plus endetté à ce niveau-ci que par rapport à ce niveau. Parce que je pense que la véritable dette il n'était pas très endetté à cette période-là. Ici, on est un tout petit peu endetté, mais c'est gérable. C'est totalement gérable. Attention, on est en moins de 5 fois. C'est totalement gérable. Donc ici, l'entreprise va souffrir à court terme. OK? Est-ce qu'elle a les moyens de revenir? Oui. Le produit qu'elle vend ici est demandé. D'accord? Soit à la fin de la journée, c'est le travail de quelqu'un d'autre de s'occuper de l'inflation. Nous, ici, on doit gérer nos coûts de production. Donc, moi, maintenant, en tant qu'investisseur, où est-ce que je vais me situer? Ici, vous vous souvenez qu'à la dernière vidéo, on avait pris à peu près 6% de marge de free cash flow, etc. Je ne vais pas prendre 6%. D'accord? 6%, c'est vraiment la marge supérieure. On va prendre 5%. On va se protéger. Premièrement, 5% de marge. Le revenu, est-ce que le revenu va diminuer? Oui, il va diminuer. D'accord? Ça ne sera pas la première fois d'ailleurs. D'accord? Donc, sachez qu'il va diminuer. Il a déjà eu à diminuer en 98, il a diminué en 2002, il a diminué en 2009, mais on a toujours une marge assez croissante. Mais il faut également voir que c'est une entreprise qui fait de plus en plus d'acquisitions sur cette période-là. D'accord? Regardez le niveau d'acquisition, petite, grosse acquisition ici. Donc, c'est surtout la grosse acquisition de 2017 ici qui pourrait peut-être nous faire qui impacte négativement la dette ici. Mais c'est une entreprise qui est assez bien gérée de nature. Est-ce que le nombre d'actions augmente ou est à peu près stable durant toute cette période-là? Qu'est-ce qu'on regarde ici? On a à peu près un nombre d'actions à peu près stable. OK? Donc, si je prends le 8 milliards 11 millions ici, donc 8,11 ici, en termes de revenus, 8,11, donc 8, ça c'est la situation normale. En termes de free cash flow, je le prends 5%. En termes de croissance des bénéfices, ici, je ne prends pas de croissance, je mets 0. Parce que la dernière fois, j'avais pris la croissance, je ne prends pas de croissance ici. C'est une entreprise qui a de la croissance. Il y a de la croissance ici. Mais ici, on va dans un environnement assez compliqué. Donc, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas de croissance, au moins à court terme. Donc, si je prends la moyenne ici de la croissance, on est aux alentours, sur les 20 dernières années, on est aux alentours de 7%. 10 dernières années, 7%. 5 dernières années, 9%. 3 dernières années ici, 5%. Donc, c'est une entreprise en croissance. On a au moins 5% de croissance ici. Mais en prenant déjà 0% de croissance, vous comprenez que je suis déjà assez conservateur. OK? 8 milliards. 5% de croissance,
Nombre d'actions, ici, on a 55, je pense qu'on a 55 millions d'actions, hein, si je ne me trompe pas. On a 55 millions d'actions. On a 54,96 ici, donc je vais mettre 55. OK? PER moyen ici, l'entreprise ici se négocie généralement des PER de combien? Donc, on va comparer ici. Le marché ici paye généralement combien pour les PER? En moyenne, le marché paye 20 fois les bénéfices sur la moyenne, sur la grosse période, sur cette longue période de temps. Donc, entre 20 et 17 fois les bénéfices. Je prends 20 fois les bénéfices directement. Donc, c'est déjà la marge supérieure. D'accord? On va prendre 20 fois les bénéfices. Pas 22 fois ni 25 fois. On prend 20 fois les bénéfices. OK? C'est assez gentil. La dette nette. Ici, la dette nette est aux alentours de 2 milliards 400. Attention, la dette nette actuelle, il faut prendre en considération 350 millions en termes de loyer. Donc, ça va nous donner ici aux alentours de 2 milliards 110 millions. D'accord? Donc, ici, 2 milliards 110 millions. D'accord? Maintenant, la qualité du dividende, on va y revenir tantôt. OK. On a tous les éléments nécessaires parce qu'on s'en va dans un environnement assez pessimiste. 8 milliards 11 millions, d'accord? 8 milliards 110 millions si vous voulez. 5% de marge bénéficiaire. Je pense 5% de marge bénéficiaire, ça donne 405 millions. À 20 fois les bénéfices, très optimiste. Moins la dette nette actuelle qui est de combien? Qui est de 2 milliards 110, comme ça fait 6 milliards. D'accord? C'est 2 milliards 110? Ouais. Ça fait à peu près 6 milliards par là. 6 milliards ici divisé par le nombre d'actions, 55. On a une valorisation à 109 millions d'euros. 109. Ça ne prend pas en considération la croissance. Ça prend en considération un état stationnaire où on aurait des revenus de 8 milliards 11 millions. Une marge nette à 5%. D'accord? Une dette nette aux alentours de 2 milliards 100 millions. OK? Si la dette nette diminue, tant mieux. D'accord? C'est pour ça que je dis que je suis assez conservateur de nature. La dernière fois, on était à une valorisation assez élevée qui prenait en considération une certaine croissance et qui nous ramenait aux alentours de 187 euros. On avait pris 22 fois les bénéfices et 6% de marge. D'accord? À ce prix-là, à 187, vous l'achetez aux alentours de $100 par là. $100, 122, vous ne surpayez pas à 122 $. Donc, même si vous, 122 euros, même si vous l'avez acheté à 122 euros ici, attention, vous ne paniquez pas. D'accord? Lisez vos rapports financiers, ça peut être comme moyen de renforcer au prix actuel. OK? Dans tous les cas de figure, quand bien même vous achetez, vous devez connaître les risques. Et quand on va dans un environnement inflationniste, vous savez que l'entreprise, est-ce qu'elle a un certain pricing power? Peut-être qu'elle n'a pas encore eu elle n'a pas encore eu le temps d'instituer de l'augmentation des prix ici. Donc, c'est à voir au mois d'octobre ici. Donc, avec les résultats du mois d'octobre, on va voir ce qui se passe. Moi, en date d'aujourd'hui, si je dois acheter cette compagnie-ci, en date d'aujourd'hui, le prix actuel n'est pas mauvais parce que ça ne prend pas en considération une éventuelle croissance. D'accord? Si c'est une nouvelle entreprise et que j'arrive, je dis, OK, combien est-ce que je dois payer ici? 75 euros est un prix, 72 euros, c'est un prix assez correct. Ça me donne à peu près une bonne marge de sécurité par rapport au prix à la valorisation actuelle. Donc, c'est-à-dire que si on reste dans un état stationnaire, que l'entreprise ne perd pas d'argent au moins dans les années à venir, qu'elle arrive à refinancer sa dette, le prix à 109 euros, on est assez correct. OK? Donc, elle a un assez bon historique. D'accord? Ses marges sont assez stables dans le temps. Oui, il peut y avoir des variations, mais c'est généralement temporaire. D'accord? Parce que ça revient, son activité, c'est une activité, voilà. À court terme, on peut avoir certains soucis, mais à long terme, on revient toujours à une certaine moyenne. Donc, est-ce que c'est une entreprise sur laquelle vous allez mettre que 40% de vos capital? Non, pas du tout. C'est une entreprise, voilà, maximum, elle va peut-être représenter 5% de vos capital, parce que ça reste une très belle entreprise. Mais c'est la grande consommation, c'est de la consommation ici discrétionnaire. Donc, c'est le genre de consommation dont on peut se passer en période d'inflation. D'accord? N'oubliez pas, le secteur d'activité, le grand secteur qui fonctionne très bien à cette période-là, c'est la consommation défensive, certaines entreprises technologiques, également la santé, ce genre de choses-là. Donc, pour SEB, on reste toujours optimiste, mais on s'attend à souffrir. Donc maintenant, c'est la qualité du management qui va compter, donc surtout au niveau de la gestion de la dette, mais également, je veux voir au second semestre, qu'est-ce que vous allez faire? D'accord? Est-ce que le besoin en fonds de roulement dont on parle ici, est-ce que vous allez le réduire? Est-ce qu'on va revenir à la moyenne? D'accord? C'est ce qui m'intéresse ici. Est-ce qu'on va baisser le niveau d'endettement? Est-ce que le prix va augmenter? Est-ce que les volumes vont suivre? D'accord? Je m'attends pas à ce que les volumes suivent sur le plan au niveau de la consommation grand public. D'accord? Mais est-ce que je m'attends au moins à ce qu'on ne perde pas d'argent? Donc, je vais voir des net income assez positifs ici.
ou du moins à court terme. D'accord? Donc, c'est assez mitigé. D'accord? C'est pas qu'on n'est pas optimiste ni pessimiste, mais on s'attend un peu à ce genre de situation-ci pour ce genre d'entreprise. OK? Donc, faites attention. Si vous l'achetez au prix actuel, ça ne veut pas dire que l'année prochaine, vous allez gagner de l'argent ou bien l'année surprochaine. D'accord? Donc, il faut avoir la capacité de souffrir. Ne vous attendez pas à grand-chose, au moins sur les 12 prochains mois. OK? Si la situation revient à la normale, baisse l'inflation. D'accord? Si l'inflation baisse, c'est parce que les taux d'intérêt auront augmenté. Et si les taux d'intérêt augmentent, ça peut avoir un impact sur le marché du travail. Et si ça a un impact sur le marché du travail, ça a un impact sur la consommation. D'accord? C'est une chaîne. OK? Donc, on s'attend à souffrir à court terme, moyen terme. Donc, maintenant, il faut avoir une vision à long terme. Donc, est-ce que cette entreprise a les capacités de pouvoir survivre avec ce niveau d'endettement? Oui. Littéralement, oui. OK? Au niveau du dividende, ici, on a un dividende à peu près de 3%. D'accord? Donc, le dividende également sera une bonne information ici. Est-ce qu'on a les moyens de payer ce dividende-là? Oui, on a les moyens de payer ce dividende. Mais est-ce qu'on devrait payer un dividende? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Il est croissant année après année ici. Actuellement, on verse à peu près 2,45 $, 3,39% ici par rapport au dividende. Donc, le dividende ici, on va comparer par rapport au net income. Hein. Donc, net income ici, net income. Pourquoi est-ce que je prends les net income et non les free cash flow? C'est parce qu'ici, les free cash flow, il y aura énormément de bruit, notamment par rapport au loyer ici. Donc, je préfère prendre les net income qui ont tendance à être au même niveau que les bénéfices nets. Donc, je prends ici les net income par action, EPS. Donc, EPS, excusez-moi. Donc, on prend ici EPS, earning per share. Donc, où est-ce qu'on a normalize? Bon, c'est pas normalisé que je cherche. Dilute, oui, je prends dilute. Est-ce que je veux prendre dilute, continue operation? Donnez-moi juste un instant, je suis un net dilute. Ok, c'est ça. Donc, on met ça sur les 12 derniers mois. Donc, on rapporte à peu près aux alentours des 6,82 €. On paie un dividende de 2,45 $. Donc, le dividende ici en lui-même, c'est à peu près, ça nous prend à peu près aux alentours de combien par an? On paye à peu près 100 millions, 135 millions pour le dividende ici chaque année. On a les moyens de le faire. Mais également, en période difficile, si l'entreprise coupe son dividende, ça ne va pas me déranger. Surtout si ça lui permet de pouvoir maintenir, de pouvoir maintenir la tête hors de l'eau ici. C'est l'essentiel pour moi. Parce que je sais ici qu'à long terme, j'ai une belle entreprise qui a toujours été bien gérée. Elle n'a pas coupé son dividende en 2000. Elle ne l'a pas coupé également en 2008. Il y a des fortes chances qu'elle ne le coupe pas à la prochaine récession. Mais remarquez qu'en 2020 ici, elle a baissé son dividende. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que le gouvernement français l'a demandé ou bien c'est par rapport à la période exceptionnelle? Donc, il faut le prendre en considération ici. Moi, ça ne me dérange pas qu'une entreprise coupe son dividende, surtout si c'est pour se protéger à court terme. OK? Donc, on va dire une chose ici. Nous avons une belle entreprise, mais si vous l'achetez au prix actuel, sachez qu'il faut avoir la capacité de souffrir. Donc, ne vous entendez pas à grand-chose les mois à venir. Idéalement, premier niveau, c'est 110 € et ça ne prend pas en considération la croissance. Ça prend en considération une normalisation de la situation. Donc, normaliser, ça veut juste dire quoi? Qu'on garde le revenu actuel, qu'on garde à peu près des marges de 5%, même si on peut avoir les marges plus élevées, d'accord? Qu'on se maintienne au moins, qu'on rembourse la dette. C'est ce que ça prend en considération. D'accord? Donc, tout ce qui va venir en supplément, c'est que du bonus. OK? Donc, SEB reste une opportunité d'investissement au prix actuel. Vous l'avez acheté à 122 €, il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'accord? Donc, si vous l'avez acheté à 122 €, ici, c'est correct. Dans le sens où maintenant, ça donne une opportunité de renforcement parce que ce n'est pas une mauvaise entreprise. C'est juste que la période actuelle, c'est la consommation discrétionnaire. Et quand on va en période d'inflation, ça peut être une consommation qu'on met de côté de manière temporaire. Et l'inflation ne dure pas toute une vie. OK? Donc, maintenant, on va voir si l'entreprise a un pricing power sur le second semestre. Ça reste une belle entreprise ici. Vous voulez rentrer sur cette compagnie-ci, moi, je vais vous dire une chose, c'est garder ça par rapport au pourcentage de votre portefeuille, rester en dessous de 5%. Peut-être même 2%, ça pourrait être correct ici. Et si on va à un prix plus bas que ça, on recharge. Enfin, quand je dis on recharge, attention, lisez vos rapports financiers. Parce que moi, je suis à l'aise avec cette compagnie, d'accord? Et je ne suis pas actionnaire dans cette compagnie-ci. Je suis à l'aise à posséder ce genre d'entreprise ici parce que voilà, c'est des choses qui ne disparaissent pas, d'accord? Mais je ne suis pas vous. C'est vous qui payez. Faites vos analyses, ok? Au mois d'avril, ici, mois de mars, si on regarde les risques liés à un investissement dans SEB, on va sans doute voir ici que l'inflation aura un impact négatif sur la compagnie. Surtout parce que
on a besoin de matières premières pour produire ici. Et maintenant, si on n'arrive pas à répercuter le prix, l'augmentation du prix ici des matières premières au niveau du consommateur, ça pourrait être problématique à court terme. Donc, c'est pour ça qu'on doit toujours garder un niveau d'endettement assez correct. Donc, je suis assez confiant par rapport à l'avenir de cette entreprise ici. D'accord? Ça peut sonner un tout petit peu pessimiste ici, mais attention, je suis conservateur de nature. Vous savez que moi, j'ai pris en considération la dette ici dans mon analyse. Donc, dans tous les cas de figure, qu'importe ce qui va arriver, je sais que moi, j'ai déjà sous-payé. Le prix à 109 $ ici est déjà assez pessimiste à mon goût, et déjà assez conservateur. Si je ne prenais pas en considération ce niveau d'endettement-là, donc admettons qu'on avait le 400 millions ici, multiplié ici par 20 fois les bénéfices, d'accord, on sera à 8 milliards, divisé par le nombre d'actions ici, on serait à 145 € l'action, sans prendre en considération la dette. Même si vous baissez ce multiple-là à 15, d'accord, si on fait ici divisé par 20 ici, multiplié par 15 ici, je reste au niveau de 109 $. Et je suis déjà conscient que le bénéfice net va diminuer. Et je suis également confiant que le bénéfice net va diminuer à cause de la conjoncture actuelle. Mais que ça reste une situation temporaire et non jusqu'à la fin des temps parce que la compétition augmente. Non, pas du tout. Elle a un pricing power, mais en période difficile, elle doit également s'ajuster. Et c'est ce que je lui demande. Donc, on attend le second semestre ici pour voir qu'est-ce qu'il en est. Moi, ce qui m'intéresse au second semestre, c'est de savoir que l'entreprise ne perd pas d'argent au total. Donc, je veux voir des free cash flow positifs, des net income positifs. C'est ce qui m'intéresse. Même si on a des net income de 1 million d'euros, ça ne me dérange pas. Je ne veux pas qu'on perde d'argent. C'est ça qui m'intéresse. Et le besoin en fonds de roulement, je veux qu'on s'ajuste en conséquence, qu'on réduise cela et qu'on baisse ce niveau d'endettement-ci. C'est ce qui m'intéresse au second semestre. Donc, c'est ce qui m'intéresse au mois de décembre ici quand on va publier les résultats financiers. D'accord? Donc, si le prix va plus bas que ça pourrait m'intéresser à continuer à charger. D'accord? Idéalement, si quelqu'un est assez pessimiste pour le futur, 50 €, ça sera correct, mais moi, 75 € me plaît déjà. Vous l'avez acheté à 122 € ici ou 125, vous n'avez pas surpayé. Mais vous arrivez dans une conjoncture qui est assez compliquée et maintenant, il faut avoir la capacité de souffrir. D'accord? Donc, c'est temporaire. Si vous avez un horizon 5 ans, 10 ans, c'est correct. L'entreprise ne va pas mourir de toutes les façons. Il y a de grandes chances. Et allez lire vos rapports financiers. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Le dividende, il est safe. Il est très safe, ce dividende. Attention. Mais si on le coupe également, c'est de manière temporaire. Et ça ne doit pas vous faire... Ça ne fera ni chaud ni froid à qui que ce soit si vous êtes de vrais actionnaires. C'est temporaire. Vous voyez qu'ils ont une politique de dividende assez... ils sont disciplinés au niveau de l'augmentation de ces dividendes-là année après année. Donc, c'est une entreprise qui est très, très bien gérée. Faites très attention. D'accord? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, pour le moment, SEB, on va rester à 110 €. D'accord? Ça ne prend pas en considération la croissance. On a pris en considération la baisse des marges. On a pris en considération le pessimisme ambiant. Merci.